Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Près de 100 000 élèves ont repris ce matin les chemins des écoles. Et au Mexique, plus de 90 morts dans le tremblement de terre. Merci de nous rester fidèles, vous l'aurez compris, c'était les titres de votre journal de ce soir qui vous est présenté par Ahmed Oumed. Nous entamons cette édition avec cette page nécrologie. En effet, nous avons le regret de vous annoncer la disparition survenue ce matin en France de M. Ahmed Youssouf Ahmed, ancien ministre et figure politique, membre dirigeant de l'USN. Le regretté Ahmed Youssouf est mort aujourd'hui en France à l'âge de 80 ans. Il avait occupé plusieurs fonctions ministérielles à l'époque, post-indépendance, et peu après sous les gouvernements de feu le président El Hadji Hassan Goulet d'Abtidon. Ahmed Youssouf Ahmed avait également été animateur radio à Radio Djibouti entre 1957 et 1958. Cet homme politique était né en 1938 à Ehel, dans la région de Tadjoura. Le défunt Ahmed Youssouf Ahmed laisse une veuve, 4 enfants et plusieurs petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en apprenant cette douloureuse disparition, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu donc aujourd'hui dimanche un vibrant hommage à la mémoire de feu Ahmed Youssouf Ahmed, une des figures de proue du paysage politique national, décédé en France où il recevait des soins. Dans son hommage, le président Guelleh a décrit le défunt politique djiboutien d'homme pieux et sage qui cherchait en permanence à rendre gloire à Dieu. Personnalité affable et sympathique, il était connu et apprécié aussi du grand public pour sa modestie et son accessibilité, a dit le chef de l'État, formulant ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis. Patriarche à la tête d'une importante famille, feu Ahmed Youssouf Ahmed avait dernièrement sur le plan politique exercé les fonctions de président de l'Union pour le salut national, l'USN, la coalition des partis djiboutiens de l'opposition. Puisse Dieu le miséricordieux l'accueillir dans son paradis éternel, a par ailleurs souhaité le président de la République. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, près de 100 000 élèves de l'enseignement fondamental des écoles privées et publiques ont repris ce matin les chemins des écoles. Une journée donc de joie et de retrouvailles pour les enfants et pour les parents également. Les enfants étaient pour l'occasion habillés de neuf. Ils ont tous dû quitter les demeures familiales assez tôt ce matin pour être prêts devant les établissements scolaires. La joie de retrouver le chemin des classes se lisait sur tous les visages. Cette rentrée scolaire s'est déroulée donc dans de bonnes conditions. Les rentrées des classes ont été supervisées par les directeurs des écoles ou les chefs des établissements. Et dès hier soir, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a présenté les grandes priorités de son département, visant notamment à relever le niveau de l'enseignement et à permettre la réussite scolaire de chaque enfant. Le ministre a effectué un déplacement dans les régions de l'intérieur pour superviser cette rentrée des classes. Il était accompagné par plusieurs de ses proches collaborateurs. Et une rentrée scolaire donc placée sous le signe de la décentralisation. Ce dimanche matin, à plus de 100 000 enfants donc de la République ont fait leur rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Les élèves du lycée de l'enseignement général et de l'enseignement technique feront pour leur part leur rentrée demain, lundi 11 septembre. L'effectif total donc des élèves pour cette année s'élève à 135 000. Une nouveauté cette année, le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a entamé la tournée des classes en débutant par la nouvelle école de la cité Nassib qui accueille les Djiboutiens et Djiboutiennes sinistrés des derniers incendies qui ont frappé la commune de Balbala. Le ministre donc a visité les différents locaux et les salles de classe de la nouvelle école de la cité Nassib.
Il était donc accompagné par les différents responsables. Le ministre a par la suite consacré la tournée traditionnelle de la rentrée scolaire à la région d'Ali Sabié, où il s'est rendu donc tôt ce matin à la tête d'une importante délégation. Le ministre s'est rendu donc dans les différents établissements scolaires du chef-lieu de la région en se rendant aux côtés des autorités locales dans les établissements de l'enseignement de base de la ville d'Ali Sabié. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est rendu donc dans la localité de Ali Adé. Accueilli sur place par le préfet de la région, Mohamed Wabri Assoué, et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, il a successivement visité les différents établissements de la ville d'Ali Sabié avant de se diriger vers la petite ville d'Ali Adé, où une cérémonie marquant l'intégration officielle des enfants des réfugiés dans le système éducatif djiboutien fut organisée. Le représentant du HCR, le secrétaire exécutif de l'ONARS, le représentant de l'ambassade américaine et la représentante de l'UNICEF ont pris part à cette cérémonie en présence de la population ainsi que les autorités coutumières d'Ali Adé. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre a rappelé que sa présence ce matin à Ali Adé témoignait de l'importance que le gouvernement accorde à la scolarisation des enfants des réfugiés qui intègrent désormais le système éducatif djiboutien. C'est l'engagement du chef de l'État pris en 2016 devant la communauté internationale que nous sommes en train de concrétiser ce matin, a conclu le ministre. Et pour nous en dire un peu plus sur cette rentrée aujourd'hui des classes sur tous les territoires nationaux, Samatar Saïd nous rejoint donc sur ce plateau dans cette édition. Bonsoir Samatar. Bonsoir. Alors, quelle est la nouveauté cette année concernant cette nouvelle rentrée scolaire? Eh bien Ahmed, pour cette rentrée scolaire 2017-2018, plusieurs défis restent plutôt à relever dans l'ordre du jour, ainsi que plusieurs mesures évoquées par le ministre de l'Éducation nationale dans son discours. Ces défis et mesures sont surtout destinés à relever le niveau de l'enseignement en général pour permettre à chaque enfant une réussite scolaire. Une des premières priorités pour cette nouvelle année Ahmed scolaire 2017-2018 sont former et recycler régulièrement le personnel enseignant pour un meilleur apprentissage. Construire en second lieu de plus en plus d'établissements scolaires et de centres de formation professionnelle en vue de réguler et d'absorber un effectif de plus en plus important chaque année avec une augmentation vertigineuse. Des centaines voire des milliers d'enfants inscrits en première année scolaire de l'enseignement fondamental. Notons au passage que le MANFOP, sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale, a mis en place une école spécialisée dénommée l'école d'excellence et destinée à accueillir les élites de l'enseignement fondamental, sélectionnées suite à un test dans plusieurs disciplines avec une connaissance générale. Cette école, Ahmed, aura 2 classes de deuxième année, 2 classes de troisième année et une classe de sixième année, sont pour l'instant concernées avec un effectif de 25 élèves par classe, avec la clé des enseignants Ahmed expérimentés et chevronnés. Instaurer une politique d'orientation et de formation professionnelle avec un programme d'apprentissage pratique et théorique adapté pour une meilleure débouchée en fin de cursus scolaire pour nos enfants, progénitures et futurs adultes. Ajoutons pour en finir que demain, ce sera au tour des lycées, l'enseignement général, le LIC, l'enseignement privé et secondaire, de retrouver le chemin des classes, regroupant ainsi plus de 35 000 élèves. Merci Samatar pour toutes ces précisions concernant la nouvelle rentrée des classes 2017-2018. Également dans l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a reçu ce matin dans son cabinet Barbara Menzi, nouvelle représentante résidente du PNUD à Djibouti et coordinatrice du système des Nations Unies. Le PNUD et les agences onusiennes apportent un concours précieux aux différents ministères et services pour le département du travail, un appui en matière de formation et d'insertion professionnelle. Grâce à l'action du PNUD, le ministère du Travail a bénéficié d'un don institutionnel du gouvernement japonais qui lui a permis de mettre sur pied des programmes facilitant l'emploi des jeunes à travers des contrats professionnels. Ainsi, 140 jeunes ont été admis et ont bénéficié de stages de formation auprès d'opérateurs économiques de la place, ce qui leur a permis d'intégrer le marché du travail et de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Le ministre a émis donc le souhait que perdure ce partenariat avec le PNUD pour en partie relever les défis liés du développement du pays. Madame Barbara Menzi a assuré donc le ministre de l'engagement du PNUD auprès du gouvernement djiboutien.
Autre nouvelle du pays, la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden, accompagnée donc du directeur général de la DDS, Mohdi Mohamed, du préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar, ainsi que du président du conseil régional d'Arta, a visité aujourd'hui le village de Demerjoug, situé dans la région d'Arta. La secrétaire d'État ainsi que le responsable qui l'accompagnait ont rencontré donc les habitants de cette localité Goura. L'ordre du jour de cette rencontre portait donc sur la problématique de l'arbuste appelé prosopis et son impact sur les agriculteurs du secteur. Les responsables donc ont recueilli les doléances de ces populations et les ont assuré qu'elles seront transmises aux autorités compétentes. La délégation conduite par la secrétaire d'État a visité donc le site où pousse en grande quantité cet arbuste nommé prosopis dont les racines endommagent la route et les cultures des habitants de ce secteur. Et par la suite, une réunion a eu lieu avec les autorités locales et coutumières de cette localité Goura dans le secteur de Demerjoug. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden a, dans une interview qu'elle nous a accordée, indiqué que ce problème sera pris en main par les responsables concernés. Elle a indiqué que cet arbuste causait non seulement des dégâts envers les habitants et menaçait l'environnement de ce secteur. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, on s'est déplacé dans la région de Arta, plus précisément dans la sous-préfecture de Demerjoug, dans un petit village qui est à quelques kilomètres de Demerjoug, où on avait, avec l'appui du gouvernement chinois, trouvé la possibilité d'ouvrir certaines voies d'accès du village vers la zone où il y avait l'école, donc surtout pour les enfants de jeune âge, qui devaient toujours traverser des allées fermées à cause des différentes plantes sauvages qui poussent. Donc c'est une activité qui a été faite dans le cadre des renforcements de développement social de certains villages. C'est un village où il y a les gens travaillent dans l'agriculture et nos différents projets de développement de l'agriculture avec l'agence djiboutienne de développement nous ont amené à ce que ces difficultés soient remarquées et maintenant on a pu trouver l'appui avec le gouvernement chinois et pour la suite nous allons associer également d'autres institutions pour encore aller de l'avant pour que ces accès aux routes soient faits de façon plus accessible pour les jeunes qui vont aller à l'école, Inch'Allah. Également dans l'actualité, les pèlerins djiboutiens ont effectué cette année leur pèlerinage dans d'excellentes conditions. Et l'Ogas d'Issa, Moustapha Mohamed Ibrahim, en pèlerinage également à la Mecque, a rendu une visite de courtoisie aux pèlerins djiboutiens qui vont effectuer leur voyage de retour très prochainement. La rencontre donc s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur entre les pèlerins djiboutiens et la délégation accompagnant le Ogas Moustapha Mohamed Ibrahim. Clôture des journées portes ouvertes au centre médical Al-Husseina, le centre de référence en santé maternelle et reproductive a une semaine durant organisé des journées portes ouvertes afin de permettre aux femmes de pouvoir se dépister pour connaître si elles sont atteintes de tumeurs bénignes ou malignes du cancer de l'utérus et du sein. Du 3 au 7 septembre, des dizaines de femmes ont pu être observées et diagnostiquées au centre Husseina situé à la cité Rodin dans la commune de Balbala. Cette opération a été lancée le 3 septembre dernier par la directrice du centre Husseina, Mme Nim'a Moussa Ali. Une réunion d'information et de plaidoyer auprès des médecins, chefs des centres communautaires de santé ont été organisés. Des sages-femmes en poste dans les centres de santé ont été sensibilisées donc sur le rôle prépondérant et la mission du centre de référence national dans la promotion de la santé de reproduction. L'intérêt donc de ces journées portes ouvertes permettent aux femmes de connaître leur état de santé et aux médecins et des sages-femmes de tout savoir sur l'utilité des prestations offertes par le centre Husseina. Enfin, jeudi dernier, ce fut au tour d'une trentaine de femmes leaders issues des différents quartiers de la capitale de clôturer cette semaine des journées portes ouvertes initiées par la direction du centre de collaboration avec la direction de la promotion de la santé. Au cours des visites, la directrice par intérim du centre, Nim'a Moussa, et le directeur du programme dépistage, Abdullahi Ayesamod, ont tour à tour
expliquer à l'assistance la mission et les prérogatives du centre de référence Husseina. Inauguré par le président de la République en juin 2009, le centre de référence Husseina dispose d'infrastructures performantes et de plateaux techniques de pointe. Plusieurs unités sont gérées par un personnel qualifié et dynamique. Il s'agit des services d'accueil et d'orientation, de l'éducation de groupe, du planning familial, les consultations des sages-femmes, les services de gynécologie, de radiologie, le bloc opératoire et enfin l'unité de formation. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de l'oncle d'un de nos collègues. Il s'agit bien sûr de la disparition de M. Mahfoud Awad Haider. Ce dernier donc est mort hier soir au Caire en Égypte, très connu dans le milieu sportif où il était très actif dans l'organisation des matchs et rencontres de différentes fédérations. Feu Mahfoud Awad Haider avait d'abord travaillé en qualité d'agent civil au bureau de commandement et de soutien logistique, le 10e BCS de l'armée française. Il avait fini par intégrer le service du protocole et à la présidence de la République. Mahfoud Awad Haider était également né en 1938 à Djibouti. Il laisse 6 filles et un garçon, dont Omar Mahfoud, agent de l'EDD, ainsi que plusieurs petits-enfants. Que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons avec Fardous Hussein à l'actualité hors de nos frontières. Bonsoir Fardous. Nous allons nous rendre en Syrie dans un premier temps où les forces gouvernementales brisent le siège de l'aéroport de Der Ouzur. Effectivement, donc l'armée syrienne a brisé ce matin le siège de l'aéroport de Der Ouzur, militaire donc qui est imposé depuis 3 ans au groupe État islamique. Cette victoire, Ahmed, des forces gouvernementales intervient alors que l'alliance des combattants arabes kurdes soutenue par Washington a lancé le même jour une offensive dans l'est de cette région. Parallèlement, elle continue de déloger le groupe djihadiste État islamique de la capitale et notamment à Raqqa. La possible perte de la ville de Raqqa et de la province de Der Ouzur devrait sonner le glas de la présence de l'État islamique en Syrie. Depuis 2014, l'organisation extrémiste contrôle une large partie de cette province riche en pétrole et la frontière avec donc l'Irak qui est assiégé. 2 enclaves gouvernementales dans la capitale et la province dont il détient 60%. La victoire des forces du président Bachar al-Assad à Der Ouzur intervient alors que l'alliance kurdo-arabe des forces démocratiques syriennes a annoncé une nouvelle offensive pour déloger les djihadistes de l'État islamique de l'Est de la province du même nom. Et au Mexique, nous allons parler séisme. Le bilan fait désormais état d'au moins 90 morts. Effectivement, le Mexique pleure ses morts après le séisme de magnitude de 8,2 qui a frappé jeudi donc le pays. Il s'agit du tremblement de terre le plus violent qu'il ait connu depuis un siècle. Les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours dans l'état d'Oaxaca, le plus durement touché par les secousses. Les ruines ont été donc fouillées malgré des centaines de répliques, mais désormais les recherches ont cessé. Les secours n'ont plus d'espoir de retrouver les survivants sous les décombres. Le bilan s'est encore alourdi pour atteindre 65 morts, auxquels s'ajoutent 2 personnes décédées à la suite d'un glissement de terrain causé par le passage de l'ouragan Katia. Le gouvernement a déployé l'armée dans cette région qui borde le golfe du Mexique. Le cyclone rétrogradé en simple tempête tropicale pourrait toucher plus d'1 million d'habitants dans cette zone. Il a généré des pluies et des crues abondantes à Telcolta. Sur les côtes, près de 8000 personnes ont dû rester calfeutrées chez elles dans des abris mis en place par la protection civile. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente soirée sur Télé Djibouti.